les gens souffrent et ne comprennent pas qu'ils souffrent pas pour les raisons qu'ils croient. Ils souffrent parce qu'ils ne sont pas en rapport à eux-mêmes. On n'a pas accès au réel, on n'a pas accès à soi, on n'a pas accès au monde. Et je sais que c'est très déconcertant pour les gens. Il ne s'agit pas de s'identifier à soi-même, il ne s'agit pas de s'enfermer dans une définition, mais de savoir un peu ce qu'on aime, savoir un peu ce qu'on désire. Par exemple, la plupart des gens croient qu'ils désirent, mais ce qu'ils désirent, c'est ce qu'on leur a imposé. On ne voit pas que advenir à son désir demande un petit travail, advenir au réel demande un petit travail, advenir au monde demande un petit travail, et que c'est ça, au fond, la désaliénation fondamentale. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un dialogue tout à fait spécial. Je crois même que c'est la première fois que je vais faire ça. Cette fois-ci, c'est moi qui réponds aux questions. Je vais répondre aux questions sur mon dernier livre, La magie de l'ordinaire, et je vais même, vous allez voir, changer de siège, comme par magie, dans quelques secondes. Et je vous dis, je ne savais absolument pas les questions que Laurence de Villers, qui est philosophe, m'a posées. Je les ai découvertes, j'étais dans les mêmes conditions que mes invités. Voilà, vous allez voir. Et j'ai dit beaucoup plus de choses que je croyais que je ne dirais jamais. Elle m'a vraiment fait révéler beaucoup de choses un peu du plus profond de mon cœur. Et ben voilà, je vous laisse écouter. Fabrice, aujourd'hui j'ai l'impression d'être dans ton fauteuil de l'intervieweur. Tu es dans mon fauteuil. Oui, je suis dans ton fauteuil. Donc je suis doublement émue parce que je suis dans ton fauteuil. Et tu m'as confié la lecture de ton livre que j'aurais lu par ailleurs, mais le fait que tu me la confies, ça m'a rendue à la fois plus émue et peut-être plus attentive. Donc on va parler de ton livre, La magie de l'ordinaire. Et d'une certaine façon, et j'aime beaucoup, tout est dit dans le titre, et en même temps tous les malentendus sont possibles. Ça c'est clair. Tous les malentendus sont possibles. Tous les malentendus sont possibles, mais en même temps, tout est dit. La magie de l'ordinaire. La magie, tu m'arrêteras si je dis une bêtise, je dis ça en préambule pour qu'on évite les malentendus et qu'on rentre dans le cœur vivant du livre. La magie, c'est le mot que tu utilises, t'en fais un concept même, je pense, que tu utilises pour dire tout ce qui n'est pas de l'ordre de la technique et du contrôle. Tout ce qui renvoie d'une certaine façon à l'inattendu, l'imprévu et le mystère, les trois. Tu as une sorte de trinité. L'inattendu, l'imprévu, le mystère. Et c'est ce sens bien précis que tu donnes à magie. Et puis l'ordinaire, qu'on ne s'y trompe pas, bien sûr, ça fait référence à la simplicité, au simple, au vécu. Je pense même, j'ajoute, mais on va en parler, au désir. Je pense que tu renouvelles le sens du désir. Et au monde que nous habitons et que nous devons rendre désiré, désirable et vivant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est pas la magie sans l'ordinaire et pas l'ordinaire sans la magie. Et je crois que ça, quand on a pris le temps déjà de comprendre ton titre, on entre mieux dans ce que tu veux dire. Est-ce que j'ai raison de dire que la magie est pour toi plus qu'un mot? C'est un concept qui veut nous dire tout ce qu'on cherchera à contrôler ne sera pas vivant, parce que la vie, c'est celle de l'ordinaire, une simplicité difficile à atteindre, mais qui est de l'ordre du désiré et du désirable. Ça rend la vie désirée et désirable. C'est clair. Les deux ensemble. C'est clair. Au fond, ce qui me hante, c'est pourquoi on se détourne de l'ordinaire, et donc on cherche quelque chose qui nous comblerait hors de l'ordinaire, dans la lutte pour le pouvoir, dans le contrôle, dans l'instrumentalisation. La culpabilisation. C'est très juste. Alors que l'ordinaire qu'on habite, peut-être, c'est le seul espace qu'on a pour découvrir quelque chose de plus vaste, de plus ample, et où peut résider la vie. Et donc pour nous, c'est clair, il y a une déchirure entre les deux, et de plus en plus. Il y a vraiment de plus en plus, il y a une forme de haine du quotidien, c'est-à-dire de la vie qu'on vit, et donc une perte de rapport à la magie, parce que tu montres bien, c'est inséparable. Donc on a un rapport à une magie rêvée et pas une magie réelle. Et là où il y a de la magie, il y a de l'ordinaire. Là où il y a de l'ordinaire, il y a de la magie. Et donc c'est une transfiguration
transformation de notre expérience et notre manière de vivre que j'essaye d'explorer dans ce livre. Et tu montres que quand on pense être dans le plus concret, en fait, on est dans de l'abstraction, on est dans quelque chose de complètement abstrait. J'ai beaucoup aimé, ça m'a même un peu secoué pour tout te dire, et donc ça veut dire que ça aide. Et même si ça n'aidait pas, parce que ça, c'est encore du contrôle de vouloir être aidé. Mais quand tu as dit, quand on ne cesse de dire « je dois faire ça, il faut que je range », cette volonté, tu as dit, c'est une volonté figée, abstraite. Et donc, ce qu'on croit être le plus concret, quand on se donne des listes, quand on se donne des buts, quand on se dit qu'il faut absolument qu'on fasse telle ou telle chose, en fait, tu nous montres qu'on est en train de s'abstraire de la vie, et donc de l'ordinaire, parce qu'après tout, on n'a qu'une vie, c'est celle de l'ordinaire, et on fige non seulement notre volonté, nos actes, nos désirs, mais on fige tout avec nous. Tout d'un coup, c'est figé au sens de... On est presque mort, en fait. Quand on pense être dans le plus concret, ça m'a surprise. Et c'est très... J'avais pas pensé, mais c'est très... Au fond, c'est très vrai. C'est le point commun entre tous les dialogues que je fais sur la chaîne, mon travail au sein de réseau L'École de méditation et dans mes livres. C'est la même chose. C'est souvent de remarquer que ce que les gens croient que c'est concret, on dit « Ah, moi, je veux du concret », souvent, ce qu'ils disent être concret est complètement abstrait. Et souvent, les gens disent « Voilà, je veux un truc concret, voilà, il faut faire ça ». En fait, c'est des tas de choses qui nous enferment profondément. Ça nous enferme dans du déjà connu, ça nous enferme dans ce qui crée nos problèmes, ça nous empêche de remettre en question des trucs qui nous bouffent la vie, qui nous détruisent. Et donc, c'est vrai qu'au fond, mon livre, on pourrait aussi le décrire comme reconquérir un ordinaire sain. Parce que la plupart du temps, ce qu'on appelle ordinaire et ce qu'on voudrait être qu'il soit concret, en fait, c'est souvent complètement idéologique. C'est souvent complètement fabriqué idéologique. Et pas nous-mêmes. Et puis t'insistes, c'est ce qu'on croit être le plus nous, et tout ce qui nous donne comme injonction pour être nous éloigne de nous-mêmes. Et puis tu insistes beaucoup, ça m'a frappé, sur le réel. Nous n'avons pas accès au réel. On n'a pas accès au réel, on n'a pas accès à soi, on n'a pas accès au monde. Et je sais que c'est très déconcertant pour les gens. Les gens, par exemple, une chose qui me frappe beaucoup, c'est que une des plus grandes souffrances que les gens ont, c'est qu'ils n'ont aucun rapport à eux-mêmes. Et on ne comprend pas, il ne s'agit pas de s'identifier à soi-même, il ne s'agit pas de s'enfermer dans une définition, mais de savoir un peu ce qu'on aime, savoir un peu ce qu'on désire. Et par exemple, la plupart des gens croient qu'ils désirent, mais ce qu'ils désirent, c'est ce qu'on leur a imposé, ce qu'on leur croit qu'il faut qu'ils désirent. Donc voilà un truc très concret. Ben, je le désire, donc je le veux. Ben non, vous êtes complètement manipulé par telle publicité, par telle construction. En fait, vous voulez pas du tout ça. Donc voilà un exemple très concret. Je veux ce truc-là. En fait, comme les enfants, ils veulent le truc de marque parce qu'ils croient que c'est ça qu'ils veulent. Mais enfin, c'est pas du tout eux qui le veulent. C'est parce qu'ils veulent pas. Et donc, on ne voit pas que advenir à son désir demande un petit travail, advenir au réel demande un petit travail, advenir au monde demande un petit travail, et que c'est ça, au fond, la désaliénation fondamentale. Donc, on pourrait dire, mon livre, c'est un livre sur la désaliénation qui est tellement... Et c'est une telle souffrance chez tant de gens. Tant de gens souffrent juste parce qu'ils ne savent pas du tout qui ils sont. Alors, quand on ne sait pas qui on est, par exemple, c'est pour dire des choses très simples, du coup, je suis complètement à la merci du regard des autres. Donc, je ne suis pas du tout libre. On me dit que je suis comme ça, donc je me sens mal, on me renvoie cette image, donc je me sens coupable. Et j'ai aucune force. Tandis que si je suis un peu en rapport à ce que je suis, que j'ai dépassé ces illusions, on me dit ça, je n'écoute pas, je ne suis pas mis en danger, puisque je sais là où je suis. Donc voilà, l'ordinaire de qui je suis, l'ordinaire du réel et l'ordinaire du monde, être en rapport, ça donne une force énorme. Mais c'est vrai que le malheur, c'est que les gens ne voient pas pourquoi ils souffrent. Les gens souffrent et ne comprennent pas qu'ils souffrent pas pour les raisons qu'ils croient. Ils souffrent parce qu'ils ne sont pas en rapport à eux-mêmes. Et alors, ce que tu viens d'éclaircir, et je pense que c'est ça, hein, c'est un traité de désaliénation pour retrouver une relation vraie. Mais la relation, c'est pas qu'aux autres. On pense immédiatement aux autres. C'est à soi, au monde, au réel. Et à cela, j'ajouterais que tu soulignes aussi deux choses. Il y a une instrumentalisation permanente de tout, de nous-mêmes, du discours, de nos mots, qui disent plus rien, de nos pensées qui pensent plus rien, des choses qui sont plus des choses mais des objets, elles deviennent tout de suite
je vais exagérer, tu ne le dis pas comme ça, mais on a l'impression qu'il faut les marketer et marchandiser. Et donc, on pense que pour avoir une relation, il faut instrumentaliser. Donc, on n'est pas dans la relation, on est dans l'instrumentalisation. Et ça, c'est quelque chose de très fort que tu dis. C'est parce que spontanément, on va dire « Ah ben oui, l'instrumentalisation, c'est être matérialiste. » Mais non, tu montres que même dans ce qu'on croit être préservé de l'instrumentalisation comme le spirituel, ou nous-mêmes, ou notre vie intérieure, ou notre vie tout court, ou nos désirs, en fait, on instrumentalise comme si c'était plus facile d'être soi quand on ne l'est pas, quand on a tout instrumentalisé. Et puis, moi, j'ai eu le sentiment aussi d'une philosophie du désir, et quelque chose qui m'a frappée, que je te soumets pour savoir si je me suis pas trompée, c'est que justement, comment on pourrait aussi instrumentaliser son désir et s'empresser de répondre « je désire telle chose » ou « devenir tel » ou « correspondre à ça » ou « faire ça » ou « réussir ça. Toi, tu nous montres que c'est pas ça. Hein. Le désir vrai, c'est pas désirer telle ou telle chose, c'est désirer. C'est pouvoir même d'une certaine façon être au cœur de mon désir, le vivre parce que il suffit à lui-même. Alors que nous, il me semble que tu as mis ça un peu au cœur de ton livre, il y a... N'oubliez pas de désirer, mais de désirer vraiment, pas de désirer telle ou telle chose. Et donc cette instrumentalisation, dans des domaines où elle ne devrait pas avoir lieu, c'est aussi ce qui nous empêche d'être dans l'ordinaire. Et donc d'être dans la magie. Il n'y a plus rien de magique dans nos vies puisqu'on a technicisé ou instrumentalisé les choses. Est-ce que tu penses que j'ai lu correctement ? C'est deux axes fondamentaux. Donc la question de l'instrumentalisation, ça c'est un peu un des fils rouges. C'était déjà ce que j'avais fait dans « Foutez-vous la paix ». Il faut se foutre la paix parce que c'est la seule défense immédiate qu'on a contre l'instrumentalisation de tout. Et l'instrumentalisation de tout, c'est comment j'instrumentalise tout et comment je suis moi-même instrumentalisé. Et il y a toute une réflexion qui sous-tend mon livre et à nouveau ce que je fais sur ma chaîne, qui est qu'est-ce qui se passe, et dans mon podcast, qu'est-ce qui se passe de cette manière aujourd'hui où tout est instrumentalisé. C'est-à-dire, à la fois, le fleuve est instrumentalisé pour devenir une réserve d'eau et donc on met un barrage. Et le choc que j'ai eu quand j'étais enfant, dans ma rue, il y avait des arbres et on les a coupés et il y avait un panneau, les arbres vont être remplacés. Ouais. Et je me souviens, la déchirure, comment on peut remplacer un arbre ? On ne peut pas remplacer un arbre. Donc il y a une instrumentalisation de la nature, des animaux, et aujourd'hui des vivants. Et aujourd'hui des êtres humains. Et je suis très frappé de constater comment la souffrance de la plupart des gens aujourd'hui vient du fait qu'ils sont instrumentalisés eux-mêmes. Partout. Donc volontairement, parfois, non ? Je dirais d'abord non, parce que je dirais par exemple, ce qui est en train de se passer dans la crise de l'hôpital, par exemple, ou la crise dans l'éducation nationale, c'est que les gens ne peuvent plus faire leur métier, peuvent plus bien faire. Je parle dans le livre du bonheur de bien faire. On est tellement heureux de bien faire. Moi, je suis frappé que tant de gens dans l'hôpital quittent, non pas parce qu'ils n'aiment pas leur métier, non pas parce que c'est trop dur, mais parce qu'ils ne peuvent plus faire leur métier, parce qu'ils sont tellement instrumentalisés. On ne veut plus que comptabiliser et instrumentaliser là où ils faisaient leur métier pour aider, pour entrer en relation, pour soulager, pour que ça ait du sens. Donc l'instrumentalisation, c'est enlever le sens, enlever la relation, enlever la présence. Donc on le voit dans la plupart des métiers. D'un seul coup, hop, on fait un trait, on délocalise, on décide qu'il n'y a plus de bureau, on est dans le flex office. Donc il y a une instrumentalisation comme si nous n'existions plus. Donc ça, je pense que nous sommes victimes de ça. Donc ça, et le rapport à tout est comme ça, une instrumentalisation. La magie de l'ordinaire, on peut dire, c'est aussi une manière d'essayer de résister fondamentalement à ce qu'en train d'être là le vrai problème. Je pense qu'aujourd'hui, on est inquiet pour plein de choses qui se passent dans le monde, mais on ne voit pas que un des problèmes majeurs, c'est cette déshumanisation des mondes, destruction du monde, destruction du vivant, du réel. Destruction du réel. Tout est passé à la moulinette de l'instrumentalisation dans lequel il n'y a plus de quotidien et il n'y a plus de magie. Il y a de l'indifférent remplaçable. C'est quand même très frappant. Les gens disent tous tout le monde est remplaçable. Moi, je dis toujours partout. Mais non, personne n'est remplaçable. Une fonction est remplaçable. Un être humain n'est pas remplaçable. Même un arbre. Pas plus qu'un arbre. Donc ça, c'est
Donc ça, c'est tout à fait... Oui, c'est sûr, je suis animé et atteint par cette violence de l'instrumentalisation générale et qui a ceci de terrible qu'elle apparaît toujours sous un visage avenant. Ben oui, c'est pour que ce soit un peu plus efficace. Donc, bah oui, à l'hôpital, on va compter le nombre d'actes que fait un infirmier dans la journée parce qu'on va comme ça être plus efficace. On est tous d'accord. Qui voudrait ne pas être plus efficace? Mais on ne se rend pas compte que, ne comptant plus la présence que l'infirmier peut avoir au patient, comment on dit bonjour, tout ça, qui est très important, en fait, on est dans quelque chose qui est complètement irrationnel. Sous le prétexte de rationalisation, en fait, parce que c'est ça qui se présente partout, on instrumentalise généralement tout sous prétexte d'être rationnel et d'être efficace, mais c'est absolument le contraire, c'est la déshumanisation radicale, c'est l'irrationalisme complet, parce que c'est la réduction de la complexité du monde à un simplisme. Et du travail bien fait dont tu parles. Voilà, qui empêche le travail bien fait, donc rend les gens malheureux, donc empêche que les choses se fassent, donc tout ça... Il y a vraiment là une sorte de quelque chose de tout à fait effroyable qui n'est pas vu. Donc mon livre essaye de montrer, voilà ce dont vous souffrez, et c'est pour ça que je dis toujours, et c'est bien que je le redis ici, ce n'est pas par hasard que la maladie de notre temps, c'est le burn-out, parce que le burn-out, c'est la maladie d'êtres humains qui sont instrumentalisés, et qui, devant cette instrumentalisation, ne savent pas se défendre. Donc on veut bien faire, on nous a appris à bien faire, et donc l'instrumentalisation prend appui sur le fait que les êtres humains veulent bien faire, veulent faire le mieux possible pour les détruire. Parce que quelqu'un qui est paresseux, qui n'en a rien à foutre, il ne va pas faire un burn-out. On fait un burn-out parce qu'on veut bien faire, parce qu'on veut répondre à la situation. Donc, je suis instrumentalisé, et ça ne se voit pas, et je veux bien faire, et je ne me rends pas compte que je suis en train de me détruire. Donc, on peut dire... Les gens me disent parfois, mais non, le burn-out a toujours existé, vous êtes juste en train de jouer sur les mots. Je dis non. Mon grand-père, il a travaillé très dur. Il y avait une autre forme d'aliénation. Il a sans doute travaillé trop dur et il s'est épuisé, mais il ne faisait pas du tout de burn-out. Il n'était pas instrumentalisé. Il avait le temps de travailler, de sentir ce qu'il faisait. Donc c'est pas... Bien sûr, la société crée sa maladie propre. Maladie de notre temps, c'est ça. Donc il y a absolument cette instrumentalisation qui nous coupe de toute magie et de tout ordinaire. Parce que l'ordinaire, c'est l'ordinaire ici. Or, dans ce temps de l'instrumentalisation, n'importe quel temps, et qu'on revient au même. Mais on rejoint l'abstraction dont on parlait. En fait, ce temps-là n'est pas un temps, c'est une sorte de vide dans lequel on se déplace, où on enchaîne les choses. En fait, c'est un pur contenant, c'est plus du temps. C'est plus du temps. Alors, tu as raison. Ce que je propose à l'inverse, c'est de revenir à une forme de désir. Et tu as raison, non pas le désir qui veut saisir, parce que... Mais le désir qui reste désir. Le désir. C'est exactement ça. Parce que je suis ouvert, parce que je suis vivant. Mais nous, dans notre monde, on a beaucoup de mal à comprendre qu'on croit que c'est pas bien de rester ouvert dans le désir. On croit que c'est la frustration, qu'il faut qu'on soit toujours dans la satisfaction. Mais c'est pas du tout vrai. Il y a... quand on est avec quelqu'un qu'on aime, le désir est une manière d'ouvrir sa présence et de le célébrer et de vouloir être encore plus près. Et ça ouvre, mais le désir le désir d'écrire pour moi, le désir d'arriver à dire quelque chose, le désir. Et donc le désir, c'est l'autre, c'est l'antidote à cette destruction déshumanisante que nous subissons tous. Et souvent, comme je tiens à le redire, sans que nous nous en rendions compte. C'est-à-dire que nous souffrons parce que nous sommes des gens qui voulons bien faire et qui sommes leurrés. Des gens souffrent parce qu'ils sont leurrés. Et donc je crois que oui, que le désir, c'est tout à fait... le désir, le fait d'être en vie, le fait d'être passionné, le fait d'être curieux, le fait d'être traversé, le fait d'être dépassé, le fait d'être appelé. Ouais. Et au fond, tout ça, c'est ça qui ouvre la magie de l'ordinaire.
C'est-à-dire on a toute une sorte de constellation de mots qui permettrait de dire ce que j'ai dit très rapidement par désir, mais c'est exactement ça. Il faudrait pas, je pense que pour ceux qui vont nous entendre en parler, penser que le désir, c'est ni la satisfaction, tu l'as bien dit, ni la frustration, mais ça joue des deux parce que c'est ni clair. l'un ni l'autre. C'est clair. Et je trouve que dans ton livre, il y a deux choses qui m'ont frappée, c'est que, sans le dire vraiment, il y a une philosophie du désir, donc qui est arrêter de penser que votre désir cherche sa satisfaction. Il cherche à continuer à désirer. Et tu montres que c'est ça le magique. L'inverse du contrôle, c'est désirer. C'est pas laisser faire, c'est pas lâcher prise. Tu le dis pas du tout, c'est pas ça du tout. C'est désirer. Je parle de l'histoire de Harry Potter, parce que vraiment, tu vois, Magie de l'ordinaire. Et voilà, tu parles Harry de Harry Potter. Il est dans sa famille absolument horrible. Et il traverse un mur, c'est ça que tu dis. Oui, et puis d'un seul coup, il commence à voir qu'il peut faire repousser ses cheveux, qu'il peut... Est-ce qu'il y va ou est-ce qu'il y va pas? Et en suivant son désir, il sort de la malédiction. Donc au fond, l'histoire d'Harry Potter, c'est comment quelqu'un qui est condamné par une famille horrible, par des situations comme nous tous. Qui est un orphelin, enfin au sens très fort, il a plus personne. Comme au fond, d'une certaine manière, même, on est tous un peu orphelins de quelque chose. Et comment on peut passer sa vie à se plaindre et regretter? Ou alors, par le désir, on ouvre la porte, et là où il y a un mur, il y a un passage. Et au fond, mon livre, c'est ça. Il n'y a aucune raison. Tu nous dis à nous, oui, à nous. Cherchez bien, ne passez pas à côté de votre désir. Parce que ça va ouvrir la porte, et que c'est la manière de sortir du fait de continuer votre vie à vous plaindre que vous n'avez pas eu les parents qu'il fallait, que vous avez telle maladie, que le monde est comme ça. Oui, ça c'est penser le désir qui cherche sa satisfaction. Donc on se plaindra toujours. Voilà. Parce qu'effectivement, même dans la satisfaction, on sait très bien qu'une fois qu'on a obtenu ça, d'abord il y a un petit moment où on se dit « Ah ouais ?» C'est ce que dit Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir. « Ah, c'est donc ça l'amour ?» Ah oui, une fois qu'on a la satisfaction. Et puis, comme ça crée une nouvelle situation, on a encore plein d'autres désirs qui vont naître. Donc si c'est ça, t'as raison. On est orphelin. Si on cherche sa satisfaction, on va être orphelin et il n'y aura rien de magique. Il y aura des cases qu'on cochera ou pas. Oui, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est orphelins tous de quelque chose. Il faut prendre au sérieux aussi le fait que on est un peu comme Harry Potter. Je pense que le succès phénoménal, planétaire d'Harry Potter, c'est que ça parle de quelque chose en chacun d'entre nous. C'est qu'on est tous nostalgiques de quelque chose. Oui, c'est ça l'enfance d'ailleurs, en fait. Et ne pas renoncer à ça. C'est-à-dire, l'histoire d'Harry Potter, c'est je ne renonce pas, je ne m'enferme pas dans la plainte que je suis orphelin. Mais le fait que je sois orphelin de quelque chose me pousse. Il ne faut pas que j'accepte d'être enfermé à cause de ça. Il faut que, à partir de là, je traverse le mur. J'aille vers quelque chose. Donc c'est ça qui rend heureux. Alors, je dois quand même préciser, parce que comme tu remets à leur place le concret et l'abstrait, en montrant qu'on est dans l'abstrait quand on pense être dans le plus concret, il y a quelque chose que tu proposes dans le livre. Alors, c'est absolument concret, ça parle immédiatement. Hein, donc, tu donnes la preuve magistrale que la philosophie, c'est la discipline la plus concrète qui existe. C'est même plus concret que n'importe quel bricolage. J'ai content que tu dis ça, parce que c'est ma conviction profonde. Non, mais complètement. Enfin, la philosophie, c'est la chose... À mon sens, tu montres que la difficulté de la philosophie, c'est parce qu'il n'y a pas plus concret. Et que, comme on est dans un faux concret, on ne comprend pas la philosophie. C'est l'histoire de Socrate. Socrate parle à monsieur, madame, tout le monde sur la place publique. Bien sûr. Il parle et il montre que ces questions sont concrètes. Et c'est les intellectuels de son temps qui veulent le mettre à mort. C'est tout à fait intéressant. Ce serait intéressant que les gens comprennent ça. Moi, le mot intellectuel, pour moi, il est un mot entièrement négatif. Je pose toujours le philosophe à l'intellectuel sur celui qui est sûr de son savoir. Donc après, on peut donner d'autres termes. Donc, disons, dans mon langage, l'intellectuel, c'est celui qui croit qu'il sait, qui veut défendre son savoir, qui est dans une posture, qui est dans une position, qui parle de manière tout à fait savante, qui joue de son savoir. De son pouvoir. Et de son pouvoir. Et Socrate, c'est quand même... La philosophie naît avec Socrate, et c'est le contraire. Il se moque d'eux, et il le met à mort. Et lui, il dit, je m'en fous de vos conneries, il parle au petit esclave. Et je vais parler, comme il dit, de poil et de boue. Voilà, et je parle au petit esclave, parce que c'est lui qui va comprendre la démonstration mathématique, que les intellectuels ne comprendront jamais rien. Et c'est une vérité de toute l'histoire de la philosophie. Enfin, c'est pas que... Descartes, c'est toute la philosoie. Descartes la même chose. A évité d'être mis à mort parce qu'il s'est taillé, il est parti vivre aux Pays-Bas, mais au fond...
c'est quand même... Et donc ça, oui, je pense ça... Ah oui, je pense que c'est très au important sérieux. qu'on le dise, parce que ce qui fait la difficulté de la philosophie, C'est souvent qu'elle est on tout le dit temps confondue. c'est abstrait, c'est Elle est tirer les confondue avec une posture intellectuelle et pas cette manière d'interroger en mettant en question. Parce qu'on sait ce que fait Socrate. Vous croyez que ça, c'est concret, mais c'est pas du tout concret. Mais non, c'est là, pas vous du êtes, tout concret. là, vous êtes complètement prisonnier. Ah ouais, tu crois que c'est ça le bien? Non, On peut poser c'est une pas question. ça. Tu crois que c'est ça? Mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu veux du pouvoir, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Donc, il ouvre à la fois le désir des gens, parce qu'ils parlent beaucoup, ils disent Alcibiade, tu veux le pouvoir, mais c'est vraiment ça que tu veux? Oui, bien sûr, je veux. Et d'un seul coup, avec quelques questions, il montre que non. On se trompe sur son désir. On se trompe, c'est pas ça que tu veux. Ah ouais, merde. Et donc, et je croyais que c'était ça, mais en fait, la fameuse, peut-être les gens connaissent, l'allégorie de la caverne, voilà, je ne vois que des ombres. Donc, la philosophie, oui, je pense que tu as raison. Ah oui, et ça, tu le Mon montres. expérience, c'est que je trouve que c'est le plus concret et que la philosophie nous aide à voir là où il y a de l'idéologie qui est en train de nous étouffer. L'idéologie, les clichés, les mots à la mode, Oui, donc, mais voilà, les mots à la mode m'ennuient moins que l'idéologie mortifère qui me fait croire que ça c'est vrai alors que c'est complètement faux. C'est surtout ça, moi, c'est ça qui me pose problème. Ce qui me pose problème, c'est qu'on m'impose au nom de la raison la déshumanisation radicale des êtres humains. Ça, c'est ça qui me... Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Oui, puis la mode, ça passe, alors que l'idéologie... Voilà, ça tue, ça nous... Ouais. C'est extraordinairement dangereux. Alors, tu donnes cette preuve-là, vraiment, et j'ai compris qu'en réalité, et je te remercie parce que maintenant, c'est ce que je dirais toujours, non, la philosophie, c'est difficile parce que c'est archi concret. C'est ça. Et qu'on n'est pas dans le concret. Mais comme si tu avais peur que ce soit pas encore assez concret, tu as ajouté à chaque chapitre, moi, ce que j'ai appelé une géographie sociale. Je t'explique pourquoi je l'ai appelé comme ça, ce que tu fais. Tu donnes des prénoms, donc c'est pas le mien, mais on se reconnaît, hein, moi je me suis reconnue. Et tu fais quelque chose, moi que je trouve assez nouveau dans ce que tu fais, parce que tu as toujours incarné, donné c'est pas des exemples, c'est des tranches de vie, de toute façon, il y a des scènes, c'est des moments de vie. Mais là, tu le fais dans un concret social. Et une géographie, c'est-à-dire que très souvent, les exemples que tu donnes, ça pourrait être c'est en entreprise, ça pourrait être c'est en entreprise, c'est dans mon travail, c'est dans mes relations, donc c'est ce que j'appelle tout le tissu social. Et pourquoi je dis géographie? Parce que ces gens-là sont perdus dans l'espace. En fait, ces gens-là, moi aussi, hein, je me suis reconnue. On a l'impression, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, ils se trompent sur là où ils sont et du coup, là où ils voudraient aller. Et je dis, moi, je l'ai lu comme ça en me disant, il a ajouté à ces chapitres très concrets cette géographie. Cette géographie pour dire, mais attention, mais vous êtes où exactement? Là, Nadège, t'es dans ton entreprise, nanana. Tu vois, et je me suis dit, mais est-ce que tu penses que tu as eu, je trouve pas d'autre mot que celui de social, hein, mais une sorte de préoccupation sociale que tu as ajouté à cette philosophie concrète. C'est très bien dit. D'abord parce que le problème pour chacun d'entre nous, si on veut être concret, c'est comment on se débrouille avec le monde social. C'est quand même le vrai... C'est le lieu des grandes difficultés, non? Je crois qu'on s'égare. Moi, un peu un de mes thèmes, c'est on veut trop psychologiser les choses. Donc, je suis dans Nadège, elle est dans un poste, elle travaille formidablement, et c'est pas elle qui a la promotion. Oui. Moi, ça m'intéresse pas de rentrer dans le truc psychologique, ça m'intéresse pas. Moi non plus, ça m'a plu. C'est pour ça que j'ai parlé de géographie. Je pense même que nous sommes piégés aujourd'hui. On va dire, Nadège, elle a un problème, je ne sais quoi. Non. Moi, je trouve là, qu'est-ce qui se passe socialement? Parce que c'est ça qu'on vit. Nadège, c'est que des histoires vraies. Nadège, elle était vraiment formidable. Et pourquoi elle n'a pas le poste? Et qu'est-ce qu'elle fait à partir de là? Et donc, j'essaie de montrer que la magie ordinaire, c'est très concret. C'est grâce à la magie de l'ordinaire qu'elle a trouvé une solution. Et qu'elle a, elle a trouvé comme Harry Potter, comment traverser le mur. Donc, puisque voilà, Nadège travaille, elle devrait avoir le poste, on prend quelqu'un qui est complètement idiot, qui mérite absolument pas, et elle baisse pas les bras. Et elle en parle, et un des clients avec lequel elle travaillait,
il est tellement content d'elle qu'il lui propose de s'associer avec elle. Et ça a été formidable. Mais je te raconte aussi l'histoire d'un autre de mes amis qui est très timide et qui se trouve dans un nouveau boulot et qui ose parler à personne. Et comment on peut faire ? Parce que le livre est tissé de ce que... J'aurais pas pensé appeler ça géographie sociale, mais les vrais problèmes qu'on a tous, qui sont mais comment on se débrouille avec les gens qui nous font peur, avec les gens qui nous terrorisent, avec la jalousie. Et en fait, de quoi on parle dans nos vies tous les jours ? On parle de ça. Bah, qu'est-ce que tu penses ? Il m'a dit, mon collègue, il a fait ça, l'autre, il m'a piqué mon idée, l'autre... Donc ça, c'est le vrai... Ça, c'est aussi au sens le banal, c'est le concret de nos vies. Donc si je parle de la magie de l'ordinaire, et je t'ai montré par où on enfermait, par où on peut trouver une porte, bah, autant le confronter à des vrais défis. Oui. Et parce que le psychologique est sans monde, d'une certaine façon. C'est clair, c'est Il est sans la réalité, les conditions objectives de nos vies, les freins et le social. Et moi, j'ai trouvé important que tu ajoutes, non pas ces chapitres pour rendre plus concret la philosophie, parce qu'encore une fois, la difficulté de la philosophie, tu le montres, c'est parce qu'elle est archi concrète. Mais parce que, c'est ce que dit Simone Veil, le social, c'est le lieu du mal. C'est là où il y a de l'injustice radicale, c'est là où il y a de la cruauté, de l'humiliation, et puis c'est là où nous vivons. Et donc j'ai trouvé important que tu ajoutes ça. C'est clair. Et j'ai eu l'impression que c'est dans ce livre-là où tu donnes vraiment cette grande part à... Parce que, comme la magie de l'ordinaire, il y a un côté donc à la fois très concret, mais à la fois c'est aussi la dimension spirituelle profonde de l'existence. Voire poétique. Poétique, mais aussi spirituelle de l'existence. Au fond, quand même, le grand message spirituel, c'est quand même le message de la magie de l'ordinaire. C'est quand même le message du Christ, le message du Bouddha. Donc c'est quand même le vrai, que personne ne comprend trop aujourd'hui, mais le vrai message de la spiritualité, c'est pas élevez-vous dans un ailleurs à rêver, mais c'est ouvrez la porte du royaume. Mais bien sûr. Donc il y a ça. Et donc, c'est pas la flèche de Notre-Dame, pardon. Oui. C'est la lumière dans Notre-Dame. Notre-Dame, fallait pas se battre pour la flèche, c'est-à-dire l'envoler là-haut. Notre-Dame, la cathédrale, c'est Dieu qui vient dans la cathédrale. Merci de rappeler ça. Non, mais c'est ce que tu dis. La flèche est absolument tardive, vient du 19e siècle, n'est pas du tout le sens de la... Elle n'a rien compris à la spiritualité chrétienne. N'a pas du tout le sens de la cathédrale. Non. Le sens de la cathédrale, c'est que je rentre dans un monde qui m'abrite, où il y a quand même la lumière qui vient à travers la couleur des vitraux de l'incarnation. Totalement. Qui vient me parler, et je rentre dans un espace... C'est pas moi qui m'envole là-haut, hein. C'est Dieu qui vient ici-bas. Enfin, la spiritualité, c'est ça. C'est ce que tu dis. Donc je trouvais intéressant, ayant cet aspect-là aussi, de le contrebalancer avec de montrer que c'est en fait inséparable. Et au fond, c'est quand même le message des évangiles. Le message des évangiles. Le Christ parle du royaume, mais en même temps, il parle à tous les problèmes que les gens ont autour de lui. Et il est entouré de travailleurs. Hein. Il y a un inspecteur des impôts, un médecin, des pêcheurs. Donc mais ça, je te remercie de l'avoir fait, ces chapitres en plus. Je trouve qu'on peut, si on veut parler du plus ultime, il faut le montrer dans le concret social. C'est ça, au fond, là je fais en fait quelque chose de rien d'original, c'est ça l'héritage de la grandeur de la grande pensée occidentale. Enfin, c'est ce que fait Socrate, c'est ce que va faire Rousseau, c'est ce que fait Simone Veil. Je crois qu'il y a quelque chose là de très fondamental. Mais c'est bien de le préciser, parce qu'encore une fois, ça aurait pu être un malentendu. C'est-à-dire que la magie de l'ordinaire, on aurait pu imaginer que tu allais nous donner des modes d'échappement au monde réel. Et tu fais tout le contraire. C'est ça. Et tu fais tout le contraire. Et l'autre malentendu qui pourrait exister, je pense que c'est important de préciser, donc c'est pas de l'échappatoire. C'est un traité de libération, mais pas de fuite. Non, mais ça aurait pu être ça. On aurait pu se dire que la magie de l'ordinaire, c'est esthétiser l'ordinaire pour qu'il soit plus supportable, donc s'en échapper. Tu fais tout le contraire. Tu nous ramènes bien là, et bien Nadège avec son problème du lundi matin. Enfin, on vit aussi le lundi matin dans ton livre. Donc, on s'échappe pas, on revient. Et en même temps, je pense que c'est important d'insister, la magie de l'ordinaire, c'est pas le coup de baguette magique. Et dès l'exergue, ça m'a frappé, tu as choisi une exergue de Wittgenstein qui montre que le plus simple et le plus banal est le plus difficile. Et c'est là où on va peut-être rentrer un peu dans ce que tu proposes. Je peux lire la phrase. Je peux lire la phrase. Lis-la parce que je pense la phrase, et en plus, ça évite le malentendu dès le début. Donc Wittgenstein, pour le rappeler, c'est... Qui n'est pas le philosophe le plus simple non plus. Non, mais un des plus grands philosophes du XXe siècle. Voilà, bon, en gros... Les philosophes reconnaissent que Wittgenstein, en plus, qui a une vie, alors là, complètement de ce qu'on dit,
complètement... Mais qui est architecte aussi, c'est intéressant, qui a fait des plans de maison, donc on va y revenir. Qui a été architecte, qui a été instituteur. Qui a tout échoué, hein. Enfin, qui a été jardinier. Il n'y a rien qui a marché. Qui a été jardinier. Et donc, bon, c'est un des plus grands philosophes. Et il écrit ça. Parce que les gens, là, il y en a peut-être qui me disent « Non, mais là, Fabrice, il exagère. » Il dit « Les aspects des choses les plus importantes pour nous sont cachés. » Alors, on se dit « D'accord, bon, aspects des choses les plus importantes pour nous sont cachés. » Et donc, grâce aux philosophes, on va décoder les secrets profonds de l'existence. Et lui, il dit « Les aspects des choses les plus importantes pour nous sont cachés du fait de leur simplicité et de leur banalité. » On ne peut pas remarquer quelque chose parce qu'on l'a toujours sous les yeux. Après, pourquoi c'est un des plus grands philosophes, parce qu'il ne va pas cesser de montrer qu'on se complique sans arrêt la vie, qu'on est prisonnier des choses parce qu'on ne regarde pas les choses qu'on a sous les yeux. Donc là, pour ceux qui avaient encore un doute, quand on dit que la philosophie, c'est le plus concret, et c'est d'arrêter... Un grand philosophe, c'est quelqu'un qui dit « Haha, vous ne voyez pas ce qui est sous vos yeux et vous êtes enfermé dans des trucs complètement abstraits. » Voilà ce que dit Wittgenstein. Donc tu nous avertis, en fait. C'est au début, clair. On le lit, on se dit « Ah oui, il faut bien comprendre que la magie de l'ordinaire n'est pas le coup de baguette magique. » Non. Donc c'est au contraire, et c'est une méthode, hein, et tu t'y plies littéralement. Je vais te dire pourquoi j'ai l'impression que tu te plies. C'est pas étonnant, tu as choisi une bonne exergue, ça ressemble à ce que tu fais, sinon ça serait curieux, mais tu t'y plies littéralement dans deux sens. La magie de l'ordinaire, c'est la vie cachée. C'est caché. Et alors, moi qui suis pascalienne, tu vas me le pardonner, mais j'ai pensé au Dieu caché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pascal dit Dieu, il n'est pas dans l'évidence totale et il n'est pas inaccessible non plus. Il est dans la présence-absence. C'est ce qui fait qu'il me demande non pas de suivre un programme et d'obéir, mais la foi. La foi, c'est croire non pas à ce qui n'existe pas ou à ce qu'on ne voit pas, mais à ce qui est caché. Donc qui est là et pas là. Et la magie de l'ordinaire, tu fais la même chose. Tu as un procédé pascalien, du caché. Tu as choisi cet exergue, hein, caché. Parce que je me suis demandé, je vais t'expliquer pourquoi j'insiste sur caché, parce que je crois que ça permet de comprendre ce que tu entends par magie de l'ordinaire. C'est qu'en te lisant, je me suis dit, mais je me suis fait l'avocat du diable, hein, parce que je voulais pas trop dire, ah oui, mais il a raison, non, on est proche hein, dans ce qu'on a vu. Mais je me suis dit, est-ce qu'il faut pas une sorte de disposition quand même pour être ému par un âne, pour mettre tout le goût de son enfance dans une tarte au fromage, c'est des exemples que tu donnes. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de nature, de prédisposition, de sensibilité ? Tu vois, j'ai psychologisé presque. Puis après, je me suis dit, mais non, pas du tout. C'est parce que Fabrice nous montre que la magie de l'ordinaire, ça fonctionne comme le Dieu caché de Pascal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la magie de l'ordinaire, donc cet ordinaire, le vrai concret dans lequel on doit vivre, et puis magie qui est du divin, en fait, là, on marche à côté des dieux, hein, dans la vie, on ne le sait pas, c'est caché. Ça veut dire que c'est là, c'est même ce qu'il y a de plus présent dans tout ce qui est présent, mais on ne le voit pas. Ça veut dire que ça me demande une manière particulière, l'équivalent de la foi chez Pascal. Parce que la foi, encore une fois chez Pascal, c'est ce qui permet de voir, non pas ce qui n'est pas là, mais ce qui est caché, donc là et pas là. Et je me suis dit, la magie de l'ordinaire, tu fais la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a en moi qui me permet de voir ce magique et cet ordinaire qui est là et caché, qu'on peut absolument ne pas voir. Et on va partir dans des fuites, des sophistications, du faux concret, etc. Qu'est-ce qu'il y a en moi, l'équivalent de la foi chez Pascal, hein, qui fait voir le caché ? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui fait voir le caché de la magie de l'ordinaire ? Alors moi, je dirais, c'est tout bête. On a tous vécu à un moment où on n'y voyait rien et d'un seul coup, on y voit. Donc moi, dans mon exemple que je raconte de l'âne, le début du livre, c'est mes parents ont des graves difficultés. Ils m'envoient en colonie de vacances pendant 2 mois. Moi, je suis hypersensible, c'est le cauchemar. Je suis dans le car, 2 mois, je parle à personne. Je refuse de sortir dans ma chambre. Je refuse de sortir de ma chambre. Donc ça, c'est déjà un peu angoissant pour les... Je veux pas jouer. Tu ne parles pas, tu ne sors pas. Je bouge pas. Puis, il y a un moniteur qui est un peu sympathique. Et au lieu de me braquer, de me dire... Il essaye de trouver, et puis il m'envoie nourrir l'âne. Alors moi, je traîne des pieds, j'ai pas envie. Donc je fais aucun effort. Et l'âne me regarde, et je sais pas pourquoi,
il y a un truc qui se passe là. Et j'ai senti une affection pour cet âne, ou j'ai senti que cet âne avait une affection pour moi, ce qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça que Non, j'ai mais senti. tu le décris, c'est complètement réciproque. Hein. Il vient à toi, tu vas à lui. Donc je lui réponds, et puis le moniteur est vraiment très malin, il pressent, et il me fait m'occuper de l'âne, et par l'âne, je me rends compte de rien. C'est il y a 15 ans. Que tu t'en rends compte. Je me dis, ah ouais, en fait, j'avais pas compris. Mais une semaine après, je jouais avec tous les enfants parce que l'âne m'avait réouvert au monde de la fermeture. Donc moi, je dirais, ça nous arrive à tous, mais on ne fait pas attention. Donc il n'y a pas de nature bienheureuse qui sont capables de voir la magie et d'autres qui ne seraient pas capables. Non, moi je pense que tout le monde a vécu une expérience comme moi avec l'âne. Alors les gens, ils vont marcher dans la nature pendant des heures et d'un seul coup, ils ne peuvent pas expliquer, ils n'ont pas les mots, mais ils sentent, là, ils sont sous une cascade et d'un seul coup, il y a une sorte de réconciliation, quelque chose qui s'ouvre et qui les remet au bon endroit. Parce que dans le malentendu, le plus grand qu'on pourrait avoir, c'est de dire « Ah ouais, bon, d'accord, c'est une expérience, ah ouais, c'est super, je vois un âne, je suis touché. » Mais non, c'est pas tout ça qui m'intéresse, moi. Je vois un âne qui me remet au bon endroit, là où j'étais plus au bon endroit dans ma vie. Donc il y a plein de gens, ils vont se promener, ils voient une belle cascade, et puis ils passent à autre chose. Puis il y a quelqu'un, et d'un seul coup, ça le remet au bon endroit. Ce qui était caché se voit. Oui, il m'est arrivé aussi une fois. Mais tu es d'accord avec ce mécanisme, c'est caché et ça se voit? Une fois, j'ai déjeuné avec quelqu'un que je connais, on n'est pas vraiment amis, mais quelqu'un que je connais, qui avait 2 propositions de boulot absolument formidables les 2. Et donc on déjeune, et je l'invite à déjeuner dans un très très bon restaurant. Comme les gens savent sur ma chaîne, j'ai une sorte de passion pour quelques cuisiniers qui sont des poètes. Et donc, je l'emmène manger chez quelqu'un qui est un peu un poète, qui vraiment... Et on mange, et on commence le repas, elle me dit ah, je sais vraiment pas. Il y a cette proposition d'avoir un poste qui est vraiment formidable, mais il y a celle-là, c'est vraiment formidable. Ah, c'est bien, là, elle avait de la chance. Et elle était rongée, elle me dit... On mange, on parle d'autre chose, puis là, d'un seul coup, elle mange le dessert, mais juste sublime. Et là, elle me regarde, elle me dit, ça y est, maintenant, je sais. C'est tellement bon, ça me touche tellement, que maintenant, je sais, ce poste-là, c'est juste. C'est ça que j'ai envie. L'autre, j'y vais par peur. Mais c'est ça que j'ai envie. Bon, on a tous fait. Bon, là, mais quelqu'un peut marcher pendant 2 heures dans la nature, voir la cascade. Il est ramené au bon endroit. Il dit ah, maintenant, je sais, là. Je suis en train de déconner. J'ai fait une crise de jalousie à mon conjoint. Je vois la cascade et pourquoi? Je suis à côté de la vie. C'est pas ça que je dois faire. Donc, c'est vrai que ça nous arrive, ces expériences. Les magies de l'ordinaire, c'est ces moments où quelque chose nous ramène au bon endroit dans notre vie. Et elle n'a plus jamais eu doute. Elle savait ce qu'elle devait faire, parce qu'en mangeant un bon dessert, elle a su un endroit où c'était vrai, indiscutablement. Et des fois, on est tellement confus qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai. Et donc, voilà, moi, j'aime bien le dessert. Pour quelqu'un d'autre, ce sera peut-être de s'occuper de ses fleurs, peut-être quelqu'un d'autre de marcher. Oui, t'as raison. Mais la magie de l'ordinaire, c'est qu'est-ce qui me ramène à l'endroit. Ah oui, ça va. Là, en fait, tout était là, mais je ne voyais pas. Voilà, et j'étais pas au bon endroit pour voir. Voilà, et donc c'est normal. Ouais. Et donc la magie de l'ordinaire est là pour nous apprendre à orienter notre vie comme il faut. Et sans la magie de l'ordinaire, on ne peut pas s'orienter. On ne peut pas s'orienter par la réflexion. C'est un peu fort de dire ça, mais pour les choses essentielles, réfléchir finit par nous... Je suis philosophe, j'aime beaucoup penser, mais à un moment, à force de réfléchir, quand on doit prendre une décision importante, ça ne permet pas de prendre une décision importante. C'est un peu quand Nietzsche disait « on pense jamais aussi bien que quand on marche » en réalité. C'est-à-dire quand on fait autre chose que ne faire que penser. Oui. Et tu le dis à un moment donné, tu parles de Benjamin qui est architecte justement et qui a peur de faire le pas de côté. Il dit, lui, c'est son mot à lui, il dit... ce qui est extraordinaire avec l'histoire de Benjamin, parce que je l'ai vécu, c'est que moi, je me dis, un architecte, il fait bien les plans, c'est logique, c'est rationnel, c'est cohérent. Et il me dit, détrompe-toi. Si on ne va pas voir sur le terrain, ça peut être parfaitement bien sur les plans et faux. Donc je lui dis, je ne crois pas, moi. Il m'emmène, il me montre que dans un appartement qu'il construisait, en bougeant sur le plan, ça a l'air grand. Mais quand tu le vois, c'est pas la même taille. Il faut qu'on bouge la cloison de 60 cm. Et il me montre
en imitant ce que pourrait être la cloison, et je sens que tout l'espace est transformé. Voilà. Et ben c'est ça. Ça, c'est complètement... Ça, c'est la magie de l'ordinaire aussi. Ça, c'est la magie de Ouais, l'ordinaire. c'est tout d'un coup, l'espace est transformé. Et alors, je pense que tu seras d'accord pour dire 2 choses qu'on va voir. C'est que ça nous demande, mais ça va paraître simple, mais évidemment que c'est cette simplicité difficile, ça nous demande d'être présent. La présence, je pense que tu donnes... La magie, c'est d'abord être présent. Il y a pas de magie. Parce qu'on croit que la magie, encore une fois, c'est la fuite ou faire apparaître le lapin blanc. Non, la magie, c'est être présent. Et c'est cette fausse simplicité. Et puis, quelque chose qu'on verra qui m'a vraiment intéressée, comme tout le reste, mais là, parce que tu dis le mot, les brèches. Il y a des brèches. Alors, j'ai essayé de comprendre. Alors, avec mon vocabulaire, j'ai vu que la magie de l'ordinaire, c'est ce qui est là, mais caché. Et que souvent, on n'est pas à la bonne place pour le voir. Et puis, il y a la présence, et j'aimerais que tu expliques, parce que c'est ni l'être, et c'est à toi que je parle, je sais, comme tu connais Heidegger, mais la présence, c'est pas uniquement l'être, il faut que tu m'expliques. J'ai l'impression que c'est pas simplement le fait d'être là, je ne crois pas. Et puis, il y a la brèche, et on pourrait presque croire que les deux sont opposés. Pourquoi ? Parce que la présence... C'est presque comme l'arbre qui a des racines. C'est je suis vraiment là. Et il n'y a pas de magie de l'ordinaire si je suis pas exactement face à cette cascade, si je suis pas là. Ça paraît bête, mais ça l'est pas. C'est cette fausse simplicité. Et puis la brèche, j'ai l'impression que tu montres que dans nos vies, et c'est ça aussi la magie de l'ordinaire, il y a le surgissement de quelque chose qui est une autre forme de temporalité, qui n'est pas le temps comme l'écoulement des jours et des secondes, un peu le sablier, mais qui est un surgissement. Alors au début, je me suis dit un peu vertical, d'éternité, mais je crois pas. C'est pas ça. Tu montres que la magie de l'ordinaire, il y a des surgissements de temps, plutôt c'est horizontal. Tout d'un coup, il y a plus d'amplitude de vie et de présence. Et donc, je crois que c'est peut-être important pour qu'on comprenne tout ce que tu veux dire par magie de l'ordinaire. Qu'est-ce que c'est que cette présence qui me semble plus que de l'être, qu'être là ? Non, alors, la présence, déjà, on voit qui suis dans la vie. Ma vie, c'est la méditation. La méditation, c'est cultiver la présence. La présence, être présent, ça s'apprend. C'est le plus bel art. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est être présent pour lui. Enfin, alors, à la fois, commençons par le truc le plus bête. Voilà, un ami en lisant un livre, les livres, à un moment, il pleure, il me dit mes enfants, ils me demandent que je joue avec eux. Et je me rends compte là, en lisant ton livre, que moi, j'ai des urgences sur mon téléphone. Ah oui. Je ne joue pas avec eux. Et là, d'un seul coup, je me dis, mais bientôt, ils ne me demanderont plus de jouer avec eux. Donc, voilà, la présence... Je serai absent, en fait. Je suis absent. Et si je ne suis pas présent maintenant, ce présent ne reviendra pas, et c'est évident. Donc, la présence, c'est comment je fais là, avec mes enfants, là, avec ce truc que tous les parents ont vécu, que quand mes enfants me demandent de jouer, j'ai pas le temps, je suis fatigué, et quand je joue avec eux une demi-heure, pour de bon, après j'ai plus d'énergie et je suis plus content alors que je pensais que j'avais pas d'énergie. Bon, ça, c'est aussi le miracle de la présence, que ça ressource, que ça nourrit. Je suis d'accord avec toi. Souvent, on est fatigué de notre absence, en fait. Voilà, pas d'avoir été présent. Voilà, donc, mais on a l'illusion que la présence va nous fatiguer alors qu'elle nous nourrit profondément, et partout, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, d'être présent. Et voilà, le miracle d'être écouté, le miracle d'être reconnu, c'est un cadeau de la présence. Donc ça, et ce qui est inoubliable, c'est quand on a été présent, non ? C'est clair. L'inoubliable, c'est ça, nos souvenirs. Quand on y pense, c'est un moment de présence. Donc, et moi, ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est comment la présence, ça ne se contrôle pas, ça ne se veut pas, mais ça se cultive. Et donc, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est pour ça que je suis tellement opposé à ce qui est devenu la méditation, et la méditation de pleine conscience, parce que je pense que ça nous égare sur cette question de la présence. Ah oui, mais dis-le, parce qu'on va y revenir, et puis quelqu'un de réfractaire comme moi a la pleine conscience, et tu donnes l'exemple de la nage, donc peut-être tu peux le dire très rapidement, parce que j'ai très rapidement, mais je pense que c'est important. Mais quand je nage, si je veux nager en pleine conscience, je vais couler. Oui, absolument. Parce que je ne peux pas contrôler le mouvement des bras et des jambes. Et que nager, alors c'est pas toi que je vais le dire, qui a écrit sur la mer et qui a un rapport tellement profond à ça, mais nager, c'est d'abord s'oublier, devenir un avec la mer. C'est quand même une expérience extraordinaire. Donc,
Le problème de la pleine conscience, c'est qu'il y a cette idée de contrôle. Ouais. Je vais contrôler ma présence, je vais contrôler mon souffle, je vais contrôler mon esprit, je ne vais plus être, je sais pas, diverti et tout, je vais avoir un méga contrôle sur mon esprit. Alors que la magie, c'est ce que je ne peux pas me donner. Et la présence, c'est le contraire du contrôle. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire pour avoir la présence, mais c'est beaucoup plus apprivoisé. Au fond, la fameuse image que tout le monde connaît dans Le Petit Prince, du renard et du Petit Prince, et le renard dit... Tu parles du Petit Prince. Si tu veux avoir un ami, le Petit Prince va avoir un ami, et le renard dit, si tu veux avoir un ami, apprivoise-moi. Comme il n'y a plus de marchand d'amis, les gens n'ont plus d'amis. Donc ça, c'est tout. Donc la présence, c'est apprivoiser. Et donc c'est même très, il y a presque, c'est le seul endroit dans Le Petit Prince qui a presque une méthode. C'est-à-dire d'abord tu t'assureras loin de moi. Puis après il dit il faut que tu viennes chaque jour à la même heure pour que je puisse me préparer. Puis tu t'approcheras peu à peu. Donc ça, on peut dire, c'est beaucoup plus proche de la vérité de la méditation que ce que les gens croient entendre par la méditation, puisque les gens entendent la méditation un contrôle, alors que c'est apprivoisé. Un contrôle et une technique. Donc, voilà. Tout le contraire de ce que tu appelles magie. Tout ce que la je vois magie, magie c'est est l'inattendu. tout le contraire de ce qu'est la méditation. Et là, bon, je connais trop bien tous les textes du Japon, de la Chine, du Tibet, pour savoir que là, c'est ça la vraie tradition de la méditation partout. C'est quand même, on arrête de contrôler et on ouvre à la présence. Donc ça, c'est... Mais la présence... Alors là, j'en parle parce que c'est mes références, mais on trouve la même chose dans toutes les traditions spirituelles. C'est l'oraison, chrétienne, c'est l'oraison au sein du christianisme, sur lequel j'ai beaucoup parlé. C'est chaque fois être complètement là, être complètement disponible, et c'est magique. Et chaque fois qu'on est présent, il y a de la magie. Donc au fond, on peut dire, chaque fois que je suis présent, même jouer juste avec mes enfants, ça devient magique. Ah, puis il se passe quelque chose. Oui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas décider d'être présent comme ça. Donc, c'est terrorisant pour les gens. C'est pas que je suis contre la pleine conscience, c'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est de dire juste aux gens, les gens me disent « Ah oui, mais j'y arrive pas ». Mais non, parce que si vous dites « Ah là, je vais réussir à être présent », vous pouvez pas. Donc, comment je fais ? Vous jouez avec vos enfants. Vous écoutez le son du vent dans les arbres. Quelque chose vous appelle et vous y rentrez. Et là, comme ça, vous entrez dans la présence. Et ça, c'est quand même la grande découverte du Bouddha, c'est que la présence a une puissance de guérison fondamentale, puisque l'idée du Bouddha, c'est par la présence qu'on sort de la souffrance. Donc c'était ça. Donc c'est quand même... Alors après, tu parles de la brèche. C'est ton mot. Oui, j'ai repris ton mot. Et il m'a plu. Et c'est un mot brèche dans la temporalité. Et c'est un mot fondamental parce que la brèche, souvent la présence vient comme une brèche. Puisque si ça ne vient pas comme une construction délibérée, moi j'ai tellement de peine, je vois des gens qui essayent de méditer, alors ils se contrôlent, et ils sont de plus en plus crispés. C'est tellement fort que le fondateur du Zen disait, Dogen, que l'éveil, c'est juste s'asseoir. Pour casser si je médite, je vais atteindre quelque chose. Alors, Dogen, il dit, non. Alors, on ne peut pas faire plus radical. Quand vous vous asseyez, même si vous ronflez, c'est ça l'éveil. C'est-à-dire, l'éveil n'est pas ailleurs que dans la pratique elle-même, non. Mais ça vient comme une brèche. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quelque chose qui me sort de la manière dont j'étais hypnotisé par la confusion. En fait, je suis hypnotisé par la confusion et il y a un moment de brèche, c'est ça que j'ai décrit. Je me suis fâché avec mon conjoint, je ressasse, je marche, je vois la cascade, d'un coup je me dis mais qu'est-ce que je suis con. 2 minutes avant, j'avais raison. Mais là, je vois la cascade, j'ai plus raison, je m'en fous, je me rends compte... Là, on a la brèche. La brèche de mon esprit, la cascade fait une brèche et je me rends compte que je suis juste en train de m'entêter, que j'aime mon conjoint et qu'on s'en fout, qui a raison. Mais tu dirais que c'est une manière d'explorer une autre temporalité même ? En tout cas, je suis allé trop loin. En tout cas, oui, parce que d'un seul coup, quelque chose est arrêté dans la pseudo-continuité dans laquelle j'étais enfermé. Dans cet écoulement des jours, enfin le sablier quoi. Voilà. Ou le minute, enfin c'est terrible qu'on voit le temps comme une montre. C'est clair. Je l'ai compris quand tu mettais le mot brèche. C'est-à-dire on voit le temps comme ce qui s'écoule. Et toi tout d'un coup tu dis mais non. Le temps c'est aussi tout le temps. Voilà, une brèche. Tout le temps il y a un moment qui vient nous dire
Mais Là, ajoutons, allez, viens. c'est inattendu. Je ne vais pas le faire. En fait, la brèche, c'est le monde ne cesse de nous tendre la main. L'âne m'a tendu la main. Pour moi, pour quelqu'un d'autre, ce sera autre chose. Le monde ne cesse de nous tendre la main, c'est ça une brèche. Sans arrêt. Et je trouve que tu fais l'éloge du monde. Mais le monde, c'est-à-dire, parce que tu as eu ces chapitres sur le social, ce que j'ai appelé ta géographie sociale, j'ai trouvé que dans ce livre, tu insistais sur le fait que, tout désir a le monde comme horizon. En fait, c'est le monde qu'on désire. Oui. C'est vivre. C'est ce qu'on disait aussi avec l'erreur sur... dans une cathédrale, c'est pas la flèche qui compte. C'est la lumière de Dieu qui vient dans cette cathédrale. Et donc, tu montres bien que la magie, c'est dire oui au monde. D'une certaine façon, il y a un acquiescement. C'est oui, je désire ce monde-là, être là, vivant. Tu le dis, rendre le monde vivant. Tu le dis. Clair. Tu as des formules autour de... Mais il y a beaucoup le mot monde, hein. Et donc, rendre le monde vivant. Donc, en fait, l'horizon de notre désir, c'est quand même qui est ce monde, qu'il existe. Oui, je le veux. Oui, je le désire. Et puis, qu'on fasse monde. Et je pense que c'est ça aussi tes chapitres sur le monde social. C'est, nous ne pouvons pas faire autre chose face au monde social, qui est quand même le monde le plus souvent de l'injustice, des difficultés, voire des souffrances, de faire monde. Alors, faire monde, c'est le cœur du livre, parce que monde, il faudrait l'entendre comme un adjectif, monde. Le monde, c'est le contraire de l'immonde. Totalement. Quand il y a de l'immonde, c'est Totalement. juste, c'est dégueulasse. Ça, c'est immonde. Il faudrait comprendre. On ne pourrait pas supporter de faire monde avec ça, c'est immonde. Voilà, tandis que quand il y a monde... Je suis d'accord. Waouh, c'est un adjectif. Ça fait monde. Là, je suis bien avec toi. Il y a monde. Il faudrait chaque fois que les gens se disent ça, là, je me promène. Il y a des étoiles, il y a la lune. La lune est tellement belle ce soir. On est ensemble. Il y a un monde. Il y a un monde parce que c'est ample. Parce que c'est ample. Tu vois, c'est ça, je laisse pas vertical. Il y a quelque chose qui est harmonieux. Je ne comprends pas. Je suis accueilli. Et il y a monde. Et on a tous vécu ces moments. C'est archi concret. Oui, je vais me promener. Et d'un seul coup, Et c'est sûr que souvent, c'est immonde. Exactement. Donc, quand c'est immonde, j'ai pas de place. Les gens disent, je me sens mal. Mais c'est pas que vous vous sentez mal psychologiquement. C'est qu'il y a pas, vous n'avez pas de monde. Vous n'êtes pas accueilli. Comment on peut vivre si on n'est pas accueilli ? Donc, comment il faut que nous-mêmes, nous trouvions des espaces où on peut être accueillis, parce que personne, de ce point de vue-là, même si ça va être un peu étrange de dire ça, mais de ce point de vue-là, je pense que le chamanisme a des choses à nous dire aujourd'hui. Parce que les chamans comprennent. Donc moi, j'ai été formé par des maîtres tibétains qui étaient en quelque sorte des chamans. Et au fond, mais c'est un truc tout bête. Je ne suis pas indépendant du monde. Donc, qu'est-ce que fait le chaman ? Il comprend que comment il se met en rapport au monde transforme la maladie, son rapport à la vie. Donc, les gens, ils ont plus d'énergie, ils sont abattus, ils sont déprimés, mais parce qu'ils sont coupés du monde. C'est ça qui nous ressource et qui nous guérit. Ça, les chamans disent ça et ils ont tellement raison. Donc, peut-être qu'il faut faire ce détour-là pour juste entendre ce que veut dire le mot monde, parce qu'aujourd'hui, on comprend plus ce que veut dire le mot monde. Oui, le monde, il y a du monde là, il y a beaucoup de monde. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il peut y avoir plein de gens, mais c'est pas pour autant qu'il y a du monde. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand c'est qu'il y a du monde, c'est-à-dire quand c'est qu'on est ensemble. Peut-être le monde, c'est quand on est ensemble avec un art. Et que ça tourne rond. Je trouve que c'est beau cette expression de dire que le monde tourne rond. Oui, c'est ça en fait. Le monde tourne rond. Et puis je pense même que parfois on dit c'est beau, on pourrait dire c'est monde. C'est clair. Parce que c'est un adjectif, c'est le contraire d'immonde, mais c'est beau veut dire oui, ce monde, il est là, je dis oui et j'en fais partie. Je suis partie prenante. Ça fait quand même un bien fou. Non ? Est-ce qu'on peut parler d'un chaman à moi aussi, qui s'appelle René Descartes ? Parce que tu en parles, et tu en parles très très bien, et tu cites justement le Descartes qu'on ne lit pas, c'est un Descartes plutôt vers la fin de sa vie, où il explique ce que c'est que sa fameuse trouvaille qu'on appelle le cogito, mais bon, il n'a pas écrit cogito ergo sum, c'est une traduction tardive du discours de la méthode. Lui, il écrivait le discours de la méthode, il l'a écrit en français, donc il n'a pas écrit cogito, il a écrit je pense, donc je suis, mais ça lui plaisait pas trop, et justement, tu l'as compris, et tu cites dans une lettre où il explique ce que c'est, et sa grande trouvaille, c'est que la pensée, c'est la conscience. C'est-à-dire qu'on pensait, pour nous humains, mais il dit qu'il ne peut pas se prononcer pour les animaux, mais pour nous humains, c'est penser que je pense. C'est-à-dire je suis consciente d'être en train de penser. Ce n'est pas de la pleine conscience, puisque je n'ai pas besoin de le faire. Ça se fait, c'est ça. C'est-à-dire que chacune de mes pensées, elle est vivante, au sens où je la vis.
Et alors, et ça, tu l'expliques et tu t'en sers et tu rends hommage à Descartes. Est-ce que tu dirais, moi il me semble, c'est un constat que je fais, que on oublie le cogito de nos jours. C'est-à-dire que on est très occupé. Apparemment, on pense plein de choses. On a même de l'information en continu. On est affairé à plusieurs choses. On n'a jamais eu autant de savoir d'une certaine façon, mais sans conscience. D'une certaine façon, on ne vit pas ce qu'on pense. Est-ce que toi, tu aurais une analyse sur, pas la maladie du siècle, mais quelque chose qui ferait un peu notre malheur social? Est-ce que ça serait cette occupation qui fait qu'en fait, oui, peut-être qu'on pense, mais il n'y a plus de conscience? On ne sait plus qu'on est en train de penser ça ou de vivre ça? Et tu penses que du coup, on aurait perdu cet enseignement chamanique de Descartes? Alors, avant de répondre, je vais faire... Moi, j'aime bien le voir en chaman. Je vais faire une petite parenthèse, surtout devant toi, qui est quand même une des grandes spécialistes de Descartes en France aujourd'hui. Donc Descartes, j'en ai honte pendant longtemps. Je ne l'ai pas vraiment lu comme il faut. Pendant longtemps, je suis resté prisonnier de l'image du Descartes. Et je n'ai pas osé relire certains des livres que j'ai dû écrire il y a 20 ans. Je répétais un peu ce qu'on raconte partout. Eh oui. Puis un jour... Le cartésianisme et pas Descartes. J'ai relu Descartes, et là, j'ai eu une claque dans la figure, en disant, mais en plus, les gens peuvent tous le lire. En fait, c'est tellement simple. C'est-à-dire, je l'avais lu, mais je n'ai pas fait confiance. En fait, je ne peux même pas dire que je ne l'avais pas lu, puis je l'ai lu plus tard. Je l'ai lu parce que le discours de la méthode, c'est un livre que tout le monde peut lire, c'est un des textes les plus simples de philosophie. Ça peut se travailler, mais tout le monde peut le lire. Oui. Mais au fond, je n'avais pas cru ce que j'ai lu. J'étais intimidé. Tu n'avais pas vu la magie? J'avais pas vu la magie, j'étais intimidé, donc j'ai plaqué dessus le cartésianisme. Contrôle, en fait. Et je me sentais pas capable, et donc j'ai plaqué et puis je l'ai relu. Quand même, l'expérience de Descartes, quand même, en faisant là, je suis un peu désolé devant toi, mais on va faire même au niveau du jardin d'enfants. Mon prof de philosophie disait qu'il faut faire la philosophie du jardin d'enfants. Au niveau du jardin d'enfants, Descartes, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dans un temps où tout le monde, il est entouré d'intellectuels qui disent voilà, c'est ça le savoir, c'est ça le savoir, c'est ça le savoir. Donc, un peu comme on avait comme on avait dit, un peu comme Socrate, c'est ça le savoir. Il est écrasé et il dit eh ben, je vais mettre tout ça de côté et je voudrais juste voir si on ne peut pas partir de quelque chose de concret. Parce que là, moi, qu'est-ce que je peux savoir de tout ce que vous me racontez? Surtout que franchement, à l'école, on raconte tellement de choses qui après apparaissent comme fausses. À l'école, on nous raconte un nombre de trucs. Donc déjà, à son temps, et c'est vrai que l'expérience fondamentale, c'est je. Et c'est une expérience, tu as raison. Voilà, et j'insiste beaucoup parce que quand on lit vraiment... C'est pas un raisonnement. C'est pas un raisonnement, les gens ne comprennent pas, il y a je pense, donc je suis... Non. C'est juste ce miracle que tout le monde fait. J'essaie de revenir à un truc, mais jardin d'enfant. Ah, je. Ouais. Un vrai je. Alors évidemment, dans notre monde, il ne faut pas dire je. À l'école, surtout, il ne faut pas dire je, il faut dire nous. Non, je. Non, je. Dites un je. Mais tu as raison d'assister. Et la philosophie, c'est ça. La philosophie, c'est ça. Est-ce que tu peux dire je, un vrai je? Vous là qui nous écoutez, est-ce que vous pouvez dire un vrai je? Un vrai je. Et là, c'est la magie. Je m'appartiens dans ce jeu, ça rejoint ce qu'on disait. C'est la magie de l'ordinaire de juste dire ah ouais, je. Et c'est une expérience complètement, et on ne peut pas vous l'apprendre. Non. Et l'idéologie vous empêche de dire je. Et le totalitarisme vous empêche de dire je. Et peut-être que beaucoup aujourd'hui... La confusion empêche de dire je. Peut-être que beaucoup de réseaux sociaux nous empêchent de dire je. Et dire je, chez Descartes, c'est vraiment un acte de liberté. Parce qu'évidemment, c'est horrible, parce qu'on a fait de Descartes une sorte de monument figé, alors que le type, c'est l'expérience du type le plus libre. Dès qu'on veut lui mettre le grappin dessus, il le faisait d'ailleurs. Il part tout le temps. C'est vraiment celui qui... Donc, donc j'avais envie de montrer ça parce que puis je voulais montrer que la magie de l'ordinaire, donc c'est je vois la fontaine, je vois l'âne, mais c'est aussi j'adviens. Ouais. Je compte. C'est dingue Descartes, parce que c'est quand même absolument... si on le lisait simplement, mais comme au jardin d'enfants, on verrait à quel point c'est complètement révolutionnaire. Parce que, au lieu de dire c'est l'autorité qui dit la vérité, donc fermez vos gueules, il dit non, on met l'autorité de côté, dites je. Mais même moi, qui n'ai pas de pouvoir et qui suis rien, oui,
même vous. Enfin, il y a un côté, si j'ose, presque Enfin, au moment où il écrit ça, il est soldat, il n'est pas prof de philo, il faut bien qu'on le mentionne. Hein, il n'est même pas... c'est pas une sommité. Mais il y a un côté presque... Ah oui. Presque démocratique, fondamentalement démocratique. C'est ce que dira Tocqueville. Hein. Il dira les Américains sont tous cartésiens. Les Américains de l'époque sont tous cartésiens, on est au 19e siècle, parce qu'ils ne pensent qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est ce qu'ils sont en train de penser. Ben oui. Et il dira, ils sont tous cartésiens au sens de démocratique. Donc c'est sûr que j'avais envie, et puis ça me faisait plaisir parce que c'était devenu la tarte à la crème. Ouais. Tout le monde oppose aujourd'hui, c'est la tarte à la crème d'opposer Spinoza à Descartes. Descartes, c'est pas bien, Spinoza, c'est bien. Alors que, franchement, si les gens avaient juste lu 2 lignes, Spinoza, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus crispé que Descartes. Voilà, il veut quand même, c'est quand même démonstration géométrique. J'ai beaucoup de respect pour Spinoza, mais là, il y a un malentendu tellement profond. Enfin, personne peut être spinoziste. C'est d'une logique écrasante, démonstration géométrique de tout. Alors qu'évidemment, Descartes, c'est. Donc j'avais juste envie aussi de par rapport à ce refus de lire ce qu'a ouvert de majeur pour toute l'histoire. Enfin, il y a un avant et après dans l'histoire de l'humanité avec Descartes. Ça, tout le monde le sait. Non, mais le mettre dans la magie de l'ordinaire. Et parce que je pense que c'est une expérience. Je trouve que c'est bien, il a sa place. Oui, il y a au fond. Alors là, c'est peut-être un peu. C'est ma lecture. En relisant Descartes, je trouve que c'est quand même une expérience mystique qu'il fait. Moi, je trouve qu'il y a une expérience spirituelle extrêmement profonde dans son. Parce que je ne sais pas si je vais retrouver la lettre, mais c'est vraiment une. Enfin, on va pas. Je vais pas. J'en liront, mais où il dit le cogito, ça se manie, ça sent, ça se voit. C'est une expérience. C'est pas du tout un truc intellectuel. Non, pas du tout. Et là, j'ajoute juste parce que tu as vraiment raison. Ce que nous enseigne Descartes, c'est apprenez à dire je, parce qu'on fait tout sauf dire je, même quand on dit le plus moi je. Et la vraie formulation de son cogito, c'est pas je pense donc je suis, c'est dans les Méditations, une autre œuvre, où il le dit en latin, c'est sa langue, hein. Ego sum, ego existo. Si on le traduit, c'est pas je suis, j'existe. C'est moi, je suis, j'existe. Parce que en latin, on n'a pas besoin d'ajouter ego. On sait que sum, c'est la première personne. Mais moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi il l'ajoute ? Mais parce que c'est ce que tu dis. Et puis il le dit dans tout le reste, et tu le montres aussi, grâce à lui, je crois, à l'analyse très juste que tu fais, c'est partout dans ma vie, il faut que je puisse dire, là aussi je suis, là aussi j'existe. Et ça rejoint ce qu'on disait sur la présence. On ne cesse de s'absenter de nos vies, et tu nous dis, mais si vous vous absentez de vos vies, vous verrez pas à quel point elles sont magiques. C'est quand même. Alors je voulais te remercier parce que ça m'a fait un plaisir particulier de voir Descartes dans un livre sur la magie de l'ordinaire. On s'attend pas du tout à le voir, mais c'est parce que tu l'as dit, il y a un malentendu. On a fait de Descartes une sorte de monstre froid, de rationalisme. C'est horrible. Bon, ce qu'il n'est pas. Et tu l'as dit toi-même, Descartes, c'est quelqu'un, je pense qu'il pourrait avoir dit ces mots de Rimbaud, qui est je veux être farouchement, librement libre, enfin, où je cherche farouchement la liberté libre. Ce que dit Rimbaud, je le dis de mémoire, et tu le dis, Descartes, c'est le philosophe libre. Eh bien, ton livre, je crois, si on voulait conclure, parce que je pense qu'on a écarté les malentendus et puis dit cette fausse simplicité qui contient, à laquelle il nous appelle, je crois que c'est un traité de libération. Et tu vois, tu m'as confirmé une idée que j'ai beaucoup de mal à définir la liberté. C'est quoi ? C'est très difficile à la définir. En revanche, je sais ce que c'est que la libération. Je sais ce que c'est que se libérer. Je crois même que je sais ce que c'est qu'être un évadé. Et toi, en te lisant, je me suis dit, non, en fait, il nous fait, bien sûr, un livre sur la magie de l'ordinaire, sur ce qu'on ne sait pas voir, parce que c'est justement là. Mais surtout, il nous dit, mais vous pouvez être tellement plus libre que vous imaginez. C'est ça. Vous n'êtes pas libre. Et tu as fait un traité de libération. Mais libération, il faut pas qu'on voit ça comme, encore une fois, avec un malentendu qui serait refuser telle ou telle chose. Non, c'est une manière d'être. Et alors, je vais te dire que ce qui me permet peut-être de dire ce qui me semble être la libération selon toi, c'est dans tes remerciements, parce que tu vois, je t'ai lu vraiment... Je suis curieuse, de toute façon, comme fille, donc j'ai lu les remerciements. Et tu dis de quelqu'un, d'un comédien, qu'il est quelqu'un d'incandescent. Alors, ce mot... J'aime énormément ce mot. Je l'ai moi-même utilisé beaucoup dans mon livre. Incandescent, ça veut dire chauffé à blanc.
Incandescence, c'est un procédé alchimique, l'incandescence. C'est quand on va obtenir, par le fait de chauffer à blanc, on va obtenir quelque chose, une métamorphose, mais quelque chose qui sera comme la vérité d'un être. Donc, je pense que cette liberté à laquelle tu nous appelles, parce qu'il ne faudrait pas croire que la magie de l'ordinaire, c'est un merveilleux naïf d'évasion, ou c'est quelque chose d'un peu tiède, gentil. Enfin, je dis gentil dans un sens péjoratif, c'est très difficile pour moi, parce que pour moi, gentil, c'est objectif, mais quelque chose d'un peu mou, d'un peu de compromis. Non, tu nous appelles à l'incandescence. Il faut être chauffé à blanc pour être dans la magie de l'ordinaire. Et ça m'a pas surprise que tu aies ce mot presque dans les toutes dernières lignes de ton livre. Voilà, bon, je suis content. Oui, c'est Pierre-François Garrel, qui est un acteur que j'admire profondément. Et j'aime beaucoup cet acteur parce que il ne démontre rien. C'est ça l'incandescence. C'est un acteur. Vraiment, j'ai vraiment eu un choc en le voyant jouer parce que il a confiance. C'est rare pour un acteur dans la parole. Les acteurs, en général, n'ont pas confiance dans la parole. Donc, ils rajoutent du sens. Lui, il habite la parole et les mots qu'il dit deviennent incandescents. Il est incandescent parce qu'il a confiance que les mots sont incandescents. Pour moi, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Et c'est très beau parce que, donc, je pense que c'est un acteur hors pair, pour le contraire de ce que les gens pensent qu'on est un bon acteur. Puisque les gens pensent qu'on est un bon acteur parce qu'on surjoue, et donc on est très impressionnant. Je ne donnerai pas de nom, mais j'espère que les gens voient tous les imposteurs qui fascinent les gens aujourd'hui parce qu'ils surjouent et qui se mettent en scène tout le temps. Lui, il s'efface pour qu'on voit ce qu'on a à voir. Et quand même, la magie de l'ordinaire, c'est comment, au fond, on a parlé de Descartes, je sais, mais quand même, au fond, la magie de l'ordinaire, c'est à un moment, je suis là, je suis accueilli, mais du coup, je peux m'effacer pour que ce qui importe apparaisse. Oui. Donc, l'âne, dans mon histoire quand j'étais enfant, c'est l'âne qui est apparaissant. C'est la cascade qui est apparaissant. C'est le texte. Moi, je peux me retirer. Ouais, moi, je m'en fous de moi. C'est le texte de Descartes qui apparaît. Ouais. Mais bizarrement, je me retire, mais je suis comblé. Je me retire parce que je suis comblé. Tandis que quand je surjoue, il n'y a rien. Il y a une enflure de moi parce que je suis creux. Tandis que là, c'est exactement l'inverse. Ben oui, je crois que la magie de l'ordinaire, c'est apprendre à vivre une vie incandescente. Une vie incandescente, c'est tout à fait clair. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Ben, je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.